Fragment d'histoire Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale. Omar Bessaoud, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes docteur en sciences économiques de l'Université de Montpellier et professeur d'agronomie à la retraite. Vous avez longtemps été enseignant-chercheur au sein du SIAM depuis votre installation dans la région dans les années 90. Toutefois, vous êtes né en 1949 à Marnia, dans la région de Tlemcen. Votre enfance a donc coïncidé avec la guerre d'Algérie, enfance pendant laquelle vous avez peu vu votre père. Celui-ci, militant actif du Parti communiste algérien et responsable fédéral du syndicat des cheminots algériens, a en effet passé beaucoup de temps en prison ou en résidence surveillée entre 1938 et 1959. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la situation de votre famille dans les années 50 à Marnia? J'ai des souvenirs très lointains, donc dans ce village, parce que c'était à l'époque un village, maintenant c'est plus un village, à 50 km à l'ouest de Tlemcen. Mon père était cheminot affecté à la gare de Marnia. J'ai bien sûr le souvenir de cette enfance. Je suis né en 49, donc la veille de la guerre, mais j'ai très peu de souvenirs. Je me souviens bien sûr de l'ambiance qui à cette époque existait, puisque moi les souvenirs de mon père sont très flous. Je l'ai très peu vu, puisque il était militant, très actif, par Mons et par Vaux, et puis souvent emprisonné, notamment en 51, et puis après, dès 52, exilé dans la région, une région à l'est de l'Algérie, quelques kilomètres au sud de Sétif, et puis en 1954, à Biskra, quand le déclenchement de la révolution a lieu, il est à Biskra, il est arrêté le 1er novembre 1954, d'ailleurs le journal Algérie républicain que j'ai chez moi, du 2 novembre 1954, signale son arrestation avec des camarades à lui à Biskra. Donc j'ai des souvenirs, oui, de cette ambiance, guerre, de soldats qui patrouillaient du côté de notre quartier, de notre rue, notamment de ces soldats sénégalais, robustes, grands, forts, et puis qui nous faisaient très très peur, pour nous qui étions enfants. Souvenir également d'accrochage dans le centre-ville, pas très loin de chez moi, où nous étions obligés de nous plaquer à terre pour éviter les balles qui passaient à travers les fenêtres. Il y a eu des accrochages entre les maquisards de l'armée de libération nationale et puis l'armée française. Voilà un peu l'ambiance, parfois absence du père, la guerre, et puis beaucoup de séjours chez mes grands-parents à Tlemcen, dans une ferme, chez mes grands-parents, voilà. Et là aussi, où il y avait souvent le soir, des perquisitions et des visites de soldats, 3h, 4h du matin. Voilà les souvenirs que j'ai de cette période-là. Vous avez également, je crois, des souvenirs assez positifs de l'école française. Alors oui, il faut que je dise une chose, c'est que mon père est en prison dès mai 1955, et puis père décide avec ses amis de quitter Marnia et de rejoindre la France, parce que j'avais un frère aîné qui risquait lui aussi quelques ennuis. Et donc, mon frère avait 20 ans, moi j'avais 5 ans, 6 ans, 1950, fin 55, début 56. Donc, en 1956, on déménage du côté de Lyon, dans un petit village dont je garde très beaux souvenirs, Saint-Bel. C'était à quelques kilomètres de
de l'agglomération lyonnaise, de l'Arbrel, d'un gros bourg. Et c'est là que je suis rentré à l'école en 1956-57. Très beau souvenir parce que aucune discrimination, bien au contraire. Fils d'un prisonnier, enfin d'un résistant qui était en... Et donc les instituteurs ou institutrices que j'ai eus avaient un regard formidable. Et puis je découvre l'école, c'est-à-dire quoi? Je découvre la lecture, je découvre les contes, je découvre des sorties champêtres à la campagne avec mes camarades. Et puis nous étions très très bons élèves. C'est-à-dire que mes parents, enfin ma mère qui était analphabète. Ma mère est là derrière, suivre. On ne savait pas qu'elle savait ni lire ni écrire, mais on récitait comme si, et dès qu'on avait quelques hésitations, elle nous demandait de recommencer, de relire nos textes et de refaire. Et donc, non, très beau souvenir, parce que autant on pouvait sentir une espèce de discrimination dans l'espace public, dans la vie en Algérie, etc. En France, nous étions considérés comme les autres enfants, sauf qu'on était exilés, qu'on était un peu plus pauvres que les autres, parce que nous ne disposions pas de beaucoup de ressources, en dehors de celles de mon frère qui travaillait dans une usine à Lyon. Et puis, voilà, très beau souvenir. Moi, je crois qu'on a même gardé des relations, puisque notre directeur d'école est venu nous rendre visite après l'indépendance. Et oui, il est venu nous voir. Et nous avons, moi, chaque fois que je suis venu en France, j'ai toujours fait un pèlerinage dans ce village, dont j'ai gardé un beau souvenir. J'ai fait visiter l'école, une toute petite école qui m'apparaissait à l'époque immense, mais qui était toute petite. Et les yeux de l'enfant. Et non, l'école, que ce soit l'école ou la suite, hein, le lycée français, le lycée français d'Oran, tout ça, le lycée Pasteur, tout ça, ça a contribué énormément à ma formation, à une ouverture d'esprit, à la découverte de la littérature universelle, de la philosophie, y compris de la philosophie des Lumières qui nous a tous marqués et qui avait énormément marqué également mon père. Dans ces cahiers de prison que j'ai relus 50 ans, 60 ans après, je retrouvais des textes de Rousseau, des citations de Voltaire, des textes, enfin voilà, qui célébraient la liberté, qui célébraient le bonheur, la joie de vivre et des choses comme ça, alors qu'il était en prison. Voilà. Et vous me parliez également de votre père, vous me l'aviez présenté comme un musulman communiste. Ah oui, mon père était adhéré au Parti communiste lorsque le Parti communiste algérien fut interdit par le régime de Vichy, en 1940. Mon père avait d'abord milité dans des mouvements, disons, nationalistes, ou mouvement national. Il était très, très lié à Messaliha, la même région. Mon père est de Tlemcen, Messaliha. Il a milité à l'école nord-africaine, il a beaucoup fréquenté les oulémas de Tlemcen. Il était très croyant, a dit qu'il avait commencé à faire ses prières et il les a faites jusqu'à la fin de sa vie, à l'âge de 14 ans. Mais à l'âge de 14 ans, dans le collège qu'il fréquentait, il lisait clandestinement dans les toilettes, il lisait l'Humanité. L'Humanité qui appelait à l'époque à la libération de l'Algérie, à l'indépendance de l'Algérie. Quand je dis... C'est l'Humanité de 1924, c'est donc 4 ans après la création du Parti communiste français. Et donc, il est resté sur cette idée de le Parti communiste défend l'indépendance, je suis communiste, mais il n'a jamais été ni marxiste, ni athée, ni... voilà. Mais comme beaucoup de communistes algériens, beaucoup, tous les camarades de mon père que j'ai connus à l'époque étaient des croyants, allaient à la Mecque, mais étaient militants communistes, convaincus... fidèles à la ligne de leur parti, mais parti national, hein, pas... Voilà, c'était... En fait, il y avait un slogan qui m'a répété souvent quand j'étais adolescent, c'était « Je me suis battu pour le pain et la liberté ». El khobz ou el hurriya en arabe. Et c'était le slogan du Parti communiste, le pain et la liberté. C'est-à-dire allier la justice sociale aussi à l'indépendance.
Et il est resté comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Et quand il était libre, donc pas emprisonné, est-ce qu'il avait des rapports avec les Européens d'Algérie, les autres communautés? Ah oui, écoutez, le Parti communiste algérien, c'était le creuset de relations interconfessionnelles, interethniques. Il y avait des Européens, des Espagnols, des Français, des Juifs, des chrétiens, des catholiques. Enfin, il y avait de tout. Et j'ai le souvenir de beaucoup de personnes qui passaient chez moi. Ah, par exemple, j'ai le souvenir, c'est un dialogue que j'ai eu avec Henri Alleg dans les années 90. Henri Alleg était passé chez moi à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 45-46. Il avait interviewé ma mère, semble-t-il, à la mort de Staline, en 1954, je crois. Il avait interviewé, puisqu'il se trouvait à Marlia, chez moi. Et voilà, il y a des gens comme Henri Alleg, mais bien d'autres personnes, des Européens, des paysans, beaucoup de paysans. Et oui, beaucoup de paysans, puisque le Parti communiste de l'époque, Jean de Marly-Antlepin, c'était beaucoup de paysans. Puisqu'il m'expliquait que la voie était entretenue par les paysans, et par le biais du syndicat, il y avait un travail de propagande, un travail politique qui faisait que les paysans adhéraient au syndicat, certains même au Parti communiste, et parmi eux, un imam. Voilà. Un imam, voilà. J'ai même eu un oncle maternel qui était très ouléma, très religieux, tout ça, mais qui était le correspondant du Parti communiste dans la ville où il exerçait. C'était à Sebdous, à quelques kilomètres de Tlemcen. Il était coiffeur. Alors, il était correspondant du PC alors qu'il était ouléma. Mais, vous voyez, la question religieuse n'était pas... Moi, je sais que chez moi, je découvre les œuvres de Marx en terminale, première terminale. C'était pas du tout par le biais de mon père. Il n'y avait ni Marx, ni Engels, ni Lénine, ni rien du tout, quoi. Je veux dire, ces lectures étaient des lectures plutôt religieuses. À côté, bien sûr, la littérature. Est-ce qu'il y a un événement du conflit qui vous a marqué plus que d'autres? Peut-être l'arrivée du général de Gaulle, peut-être... Non, il n'y a pas... Non. Il y a deux ou trois événements qui ont marqué mon enfance. C'est l'arrachement, c'est-à-dire le départ à partir d'un bateau, traverser Oran-Marseille. Ça, je m'en rappelle parfaitement. Le deuxième événement qui nous a marqués tous, c'est l'assassinat de mon oncle, un seul oncle paternel. Il a été assassiné devant chez lui après avoir subi pendant peut-être un mois la question, la torture. Complètement. Un de mes cousins qui était avec lui me disait, j'étais obligé de l'assister pour qu'il aille aux toilettes parce qu'il avait les clavicules cassées, il avait les bras, enfin bref. Et puis, il a été criblé de balles devant chez lui par 40 balles d'impact. Oui. Ça, c'est un événement qui nous a marqué, qui a beaucoup marqué mon père parce qu'il avait qu'un seul frère. Il était très lié, c'était son seul frère. Et puis le troisième événement, bien sûr, c'est l'indépendance. C'est curieux, moi j'ai vécu la guerre et je me rappelle un peu ma mère qui tricotait des drapeaux algériens, des choses comme ça. Puis on a toujours été bercés par, si vous voulez, les événements, les événements. Et puis vraiment, mon père croyait beaucoup dans l'indépendance. Il disait toujours, on sera indépendant, on y arrivera. Et donc, on a vécu ça comme... la guerre, on l'a vécu comme un espoir de liberté. Et quand la liberté était arrivée, c'était en 5 juillet 62, ça a été l'un des événements les plus marquants de notre vie, puisque j'ai eu la chance donc de vivre, peut-être, sur le plan historique, je suis un enfant de la guerre, mais je suis un enfant témoin de l'indépendance algérienne. Là, c'est un événement historique, inédit, voilà, c'est un événement qu'on ne refait pas, et qui marque l'histoire du pays. Juillet 62, ça marque l'histoire du pays. J'avais presque 13 ans, de septembre 49. Justement, Voilà. vous pouvez peut-être nous raconter cette journée du 5 juillet de la fête de l'indépendance avec vos yeux d'enfant. Oh, vous savez, quand on arrive à Marlia,
On est rentré, c'était peut-être quelques jours après l'indépendance. Mon père, c'était bien entendu des visites qui venaient de partout, qui venaient lui rendre visite parce qu'il ne l'avait pas vu depuis le début de la guerre. Toute la famille ne l'avait pas vu, suite de ses emprisonnements successifs. Heu, il a, vraiment, c'est quelqu'un qui a traversé une période, mais c'est très curieux, très, très curieux. Il m'a raconté et j'ai même visité, récemment parce que je suis en train de ramasser des éléments d'histoire, familiale. J'ai visité les lieux de résidence, c'était des lieux incroyables. C'est-à-dire, fallait 2 jours de train pour se rendre, lui rendre visite. C'était la frontière, tunisienne et même pas, je veux dire, au nord, c'était tout à fait au sud, en 38. Heu, je ne sais pas, c'est, Mais en juillet 62, c'est juillet 62, l'effervescence. c'était la fête. Oui. C'était la fête et puis mon f alors ça correspondait aussi au mariage de mon grand frère et ce mariage a été l'occasion de faire la fête de toute la famille, le village pendant une semaine. On a chanté, on a dansé, on a mangé, on a voilà. Voilà le souvenir, c'était, je crois, j'étais jeune, mais je me rappelle de ce où matin et soir, c'était la musique, la fête, la danse, célébration du mariage d'une semaine, autour de couscous, de gens qui venaient nous rendre visite, avant bien sûr, un nouveau départ, mais d'une nouvelle vie qui, déménage à Oran. Mon père est affecté pour quelques mois et puis après il retourne à Marnia comme sous-préfet, comme sous-préfet puisque il avait milité dans cette région et Ben Bella, qui était un de ses amis, le premier président de la République algérienne, lui a demandé d'assurer, et il a fait donc, les 2 ou 3 ans à Marnia, mais son temps était consacré à l'ouverture des écoles, à la lutte contre la faim, la misère et surtout au déminage des frontières. Les frontières étaient minées et donc, je me rappelle, il racontait les missions des soviétiques à l'époque. Les soviétiques qui étaient venus, participer aux côtés de l'armée algérienne au déminage de la frontière, puisqu'il y avait beaucoup de jeunes bergers, de jeunes enfants qui sautaient sur les bombes et c'était quasiment, tous les jours, toutes les semaines, voilà. Donc ça a été ça, voilà, c'est là aussi, absence du père pendant 2 ans puisque nous étions en Oran, lui était là. Et puis voilà, après bon, on grandit, le temps passe vite, en 68 c'est la fac et puis le départ, cité, Alger. Justement, vous mentionnez la faculté. Vous me disiez que vous aviez été finalement formé par les coopérants français. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, je veux dire, mes études sont essentiellement des coopérants français, de jeunes coopérants français qui nous ont formés. J'étais inscrit à l'époque à la faculté de droit et de sciences éco, donc je suivais les cours à la fois de droit. C'était, des gens que par la suite, j'ai revus, Montpellier, puisque c'était une coopération qui s'était tissée aussi avec Montpellier et excellente formation, hein. C'était des jeunes qui étaient motivés, qui voulaient participer à la reconstruction du pays, et puis c'est très curieux, ces coopérants français, on n'était pas très nombreux à l'époque, hein. C'était pas vraiment l'université de masse, hein, nous étions quelques minorités à l'époque. On avait des relations personnelles, c'est-à-dire ils nous invitaient chez eux, on les invitait à venir dîner des fois à la maison, partager un couscous familial et voilà. Chose qui n'existait pas vraiment avant. Ah non, avant je ne sais pas comment se passaient les choses. Non, non, non. L'université, algérienne, l'université coloniale, c'était discrimination terrible. Il y avait une minorité d'Algériens, indigènes, je veux dire, algériens. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ça. L'université qui ouvre, les universités après, c'est 5 années, 6 années après l'indépendance, hein. C'est voilà, une page nouvelle et c'est les premiers cadres de l'Algérie indépendante qui se forment, mais qui se forment avec l'aide appuyée et bienveillante et généreuse de coopérants français.
Il y a même un livre qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Nos amis coopérants qui sont installés à Aix-en-Provence, qui a écrit sur cet épisode justement de la coopération française en Algérie des années 60 et 60. Alors en France, on parle souvent d'une guerre des mémoires. En Algérie, parfois d'une rente mémorielle. Quel regard avez-vous sur ces deux aspects? Et je vais vous donner le regard d'un jeune qui a vécu la guerre, qui a été dans un milieu militant, dont le père a eu les engagements les plus forts pour la guerre d'indépendance. Très honnêtement, je découvre cette histoire d'utilisation de la mémoire de la guerre, des conflits mémoriels avec la France, récemment. Mon père, après l'indépendance, nous a dit aujourd'hui, ce qui est important, c'est de construire le pays. La page était tournée. Et je peux vous dire que ses relations à la France étaient des relations apaisées. Et même de grandes amitiés, puisqu'il a gardé des relations avec ses anciens camarades et collègues de travail ou militants. Il adorait Paris. Il faisait souvent des voyages avec ma mère. Comme il était cheminot, il tirait profit des billets gratuits, puisqu'il y avait des accords entre la SNCF et les chemins de fer algériens, pour visiter la France. Et je n'ai jamais entendu mon père développer un discours de haine ou vis-à-vis de la France, pas du tout. Pour lui, et je crois que c'est le sentiment de ces militants sérieux, je veux dire, les vrais, ceux qui ont été engagés. Ils se sont engagés, ils ont gagné, c'était l'indépendance. Ah, j'étais tout. Et il n'était plus question que de rapports fraternels et de coopération positive. En plus, ils nous voyaient, nous évoluer avec les coopérants, etc. C'était quelque chose d'extraordinaire. Je ne comprends pas et je n'approuve absolument pas aujourd'hui l'usage que l'on fait de la mémoire et de la guerre. Une arme politique, qui alimente d'ailleurs les deux extrêmes. Hein. Ça, c'est quelque chose que je combattrai et dans lequel je ne serai jamais. Il est vrai, un usage politique de la mémoire, de la guerre. Je donne un exemple. Mes cousins qui ont perdu leur père dans des conditions d'une violence inouïe. Et nous savons qu'il y avait cette violence. Mais c'était la violence d'un système qui était le système colonial. On le sait. Mais aujourd'hui, mes cousins, j'ai un cousin qui vient souvent me voir en France, qui se balade, qui ramène ses enfants en vacances et il a des rapports tout à fait naturels. Je veux dire, c'est pas la France qui est responsable. C'est pas le peuple français qui est responsable. C'est une histoire coloniale précise qui commence en 1830 et qui a été, par la suite, bien entendu, instrumentalisée, y compris pour des raisons de politique française. Je veux dire, c'est bien que le conflit que traverse la 4e République, la 5e République, est lié à la guerre d'Algérie. Il y a une instrumentalisation également par les tenants du pouvoir en Algérie. Mais bien sûr. Et je ne suis pas sûr que... Vous savez, j'ai fait des recherches récemment à Aix-en-Provence, Archives nationales. Et avec des amis historiens. Hein. Mais bon, quand j'ai vu comment était gérée cette Archive nationale, quand j'ai lu les documents d'époque, je me suis dit, il faut qu'elle reste là. Et il faut qu'elle reste là pour deux raisons. Pour des raisons de gestion, parce que l'archive demande une absolument rigoureuse archive nationale. Et puis deuxièmement, parce qu'il y avait des rapports, j'ai vu tellement de rapports qui exprimaient la traîtrise aussi, la collaboration interne. Je veux dire, de familles algériennes avec le système colonial qui rapportait les propos. Je ne parle pas de mon père, je parle de toute ma famille, comment tous les propos, tous les événements étaient rapportés par des voisins,
par des familles que je découvre, qui étaient des familles, voilà, et dont les enfants que j'ai connus par la suite, je ne savais pas que c'était des fils de traîtres, enfin, des fils de collaborateurs de l'époque, qui avaient des responsabilités à la fois politiques et administratives dans la haute administration algérienne. Je me suis dit, mais mon Dieu, pourvu qu'elle reste là, parce que là-bas, beaucoup, ils verraient un danger et iraient les détruire. Et c'est la mémoire algérienne qui doit être préservée. Cette mémoire, pour le moment, je crois qu'elle est assez bien préservée. Reste, bien sûr, à développer des échanges pour permettre aux chercheurs d'accéder. Voilà, je ne défends pas le principe, mais tant que la situation politique en Algérie fera de la mémoire un instrument, je pense que ce n'est pas une bonne chose. La politique, elle est culturelle. Voilà. Ma dernière question, on va faire appel un petit peu à votre spécialité de l'agronomie. L'agriculture coloniale a souvent été présentée comme une grande réussite. Je crois que la réalité était beaucoup plus complexe. Absolument. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé ici en France, surtout sur l'histoire nationale, l'histoire. Évidemment, ce qui m'intéressait, c'est cette fraction, la paysannerie, l'agriculture. Et ici, on dispose, ici à Montpellier, que ce soit à l'école d'agriculture, qui est la deuxième école, beaucoup d'archives, beaucoup de documents, de textes, sans compter les archives d'Aix que j'ai. Il y a un récit colonial, tout à fait, je veux dire, cohérent, prenant la défense de la colonie, du peuplement français. Ça, c'est juste guerre, je veux dire, c'est le récit colonial. Il ne faudrait pas qu'on tombe sur un autre travers, un récit national qui enjolive, qui dise le passé, machin. Je crois qu'il y a, je ne dis pas un contre-récit à faire, mais il y a un exercice critique, raison critique, de l'histoire de cette période sur l'agriculture. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. De la violence exercée dans le processus d'expropriation et de destruction de la pays. Et ça a été très violent, très grande violence a été exercée, puisque l'Algérie était un champ militaire. Un champ militaire. Dans les années 1840, il y avait plus de militaires que de colons. Plus de 100 000 militaires en Algérie. Une force de frappe qui fait que elle va se déployer, cette armée, sur toute... Et elle va se refaire de ses échecs antérieurs, notamment la guerre napoléonienne. Il y a aussi un récit sur les performances de l'agriculture que reprennent d'ailleurs un certain nombre de nationalistes, de tenants aujourd'hui du pouvoir. Oui, l'Algérie, elle exportait avant et voilà, et ceci. Ben, soyons sérieux. Quand on fait le bilan, moi, je l'ai fait, je veux dire, à la fin de la guerre, les années 60, c'est quoi? C'est essentiellement la viticulture, le secteur le plus important. L'Algérie était dépendante à l'époque, en termes de dépendance alimentaire, elle importait. L'Algérie coloniale importait. Puis je ne vous parle pas de la situation sociale de la paysannerie. Plus de la moitié de la paysannerie était des paysanneries sans terre. Des saisonniers, des ouvriers qui allaient de village en village à la recherche de petits revenus. Et il y a une déconstruction à faire. J'ai deux exemples que j'aime beaucoup citer. C'est, par exemple, dans le récit colonial, la Clémentine, c'est le père Clément, Misserguin, etc. Oui, c'est vrai qu'il y a l'histoire du père Clément, mais la Clémentine, c'était les vergers indigènes qui ont été acclimatés. Et puis le père Clément découvre ça. Et voilà, c'est pas... Il y avait... Je veux dire, la carte agricole de l'Algérie de l'époque, je veux dire, avant 1830, c'est la carte d'après 1830. Il y a quelque chose de nouveau, peut-être. L'introduction du blé tendre, farine, des choses comme ça. Et puis de la Vessavoine, c'est tout. Voilà, deux grandes cultures qui rentrent. Mais tout le reste, les vergers de pommiers, d'orangers, la pomme de terre, la tomate, les poivrons, les aubergines, tout ça, c'était des cultures. À relire un texte, un texte qui est marquant, qui s'appelle Le Miroir, d'un notable ottoman en 1830. Il laisse ce texte aux Français en leur disant voilà ce qu'on a fait, voilà la carte de l'Algérie.
Et ils vous racontent comment les vergers de la Mitidja alimentaient Alger, l'opulence, je veux dire, le miel qui était produit, les oranges, les ceci, les cela, c'était chose, je veux dire. Voilà. Donc il y a un regard critique, il y a un regard critique à apporter sur cette période-là, sans vouloir dire que bon, on s'alimentait, qu'il n'y avait pas de problème. Non, c'est pas ça du tout. Mais il faut savoir, c'est une chose est simple. La construction coloniale était une construction pour les colons, pour le marché français. Et la population indienne a été exclue de ce développement, complètement exclue. Et même ce développement s'est fait sur la base d'une exploitation massive de leur travail, d'expropriation massive de leurs terres. Et voilà. Donc il y a un boulot à faire là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur Bessaoud. Merci beaucoup. C'était Fragment d'Histoire, Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale.